Je voulais vous poser une question concernant les objectifs de Syriza qui avaient été d'éliminer les institutions, le système planique et la corruption. Ça en faisait partie également. Alors je voudrais avoir votre avis sur ce que Syriza a fait sur le sujet, parce que c'était aussi important, parce que tout découle aussi du système, la fiscalité, etc., découle évidemment du système institutionnel grec à ce niveau-là. Et deuxièmement, quand un sondage avait fait apparaître que 75% des Grecs étaient favorables au maintien dans l'euro juste avant le référendum, vous avez dit, j'ai vu ça en le relisant là, récemment. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette espèce de hiatus qu'il y a entre les 62% qui disent être contre l'austérité, évidemment, entendons, et puis ce maintien dans l'euro qui est quasiment similaire, même si ça, évidemment, si ça ne montre pas forcément le même nombre de personnes à un certain écart. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Tu réponds au coup par coup? Non, on prend 4-5 questions au moins. D'accord. Questionner davantage. Je me permets juste, ça sera peut-être pas évident, mais en fin de compte, je rebondis un petit peu sur la question que vient de poser Gisèle, qui est la question des médias, parce qu'effectivement, on a cette histoire de 75%, 62%, tu seras sans doute amené à intervenir sur le rôle qu'ont eu les médias en Grèce, et j'aimerais bien qu'il nous précise parce que j'ai suivi ça un petit peu et ça me semble vraiment extrêmement important, ce qui s'est passé par rapport à l'espèce de loi je dis l'espèce de loi parce que ça a tellement capoté sur la redéfinition du paysage télévisuel en Grèce, puisqu'on avait un système télévisuel pour lequel personne ne payait de licence et qui était complètement en main de l'oligarchie, et que est-ce que c'était une des rares dernières tentatives de Syriza de faire quelque chose de positif? Comment on peut expliquer la maladresse? Parce qu'on est de nouveau dans un système en Grèce où, en fin de compte, l'information est très radicalement, complètement aux mains du secteur oligarchique, à part l'exception de quelques très rares journaux. Un seul, en réalité. Tout à l'heure, vous avez dit que vous faisiez partie de Syriza et que vous avez quitté cette formation pour former l'unité populaire. Je souhaiterais savoir quelles sont vos relations, l'unité populaire, entre autres, avec le Parti communiste grec qui, par rapport à la création de Syriza, l'évolution de sa politique, a parfois formulé des critiques, notamment en ce qui concerne les relations de Syriza avec la CE. Alors je sais bien que la description que vous venez de faire de la situation terrible, le mot ne suffit pas. C'est presque indécent de ma part de poser la question de l'unité d'action avec l'unité populaire, le Parti communiste grec, dans une situation aussi détériorée pour pouvoir mener les luttes, et vous avez évoqué la lutte qui a été menée, mais l'unité, malgré probablement des divergences, me semble absolument indispensable. Alors j'ai évoqué le Parti communiste grec en pensant aussi à l'histoire. Voilà, c'est tout. Je voulais savoir si vous participiez ou si des personnes
comme vous, participent au groupe de réflexion pour le plan B dans le cadre des futures élections présidentielles en France. Je trouve un peu dommage que vous n'ayez pas abordé les alternatives parce que vous avez fait un tableau désolant de la situation et qui va encore se détériorer, parce que j'ai pu comprendre. Donc, si on considère qu'on apprend de ses erreurs, de ses échecs, dans quelle mesure le peuple grec sera encore en mesure de supporter une telle situation jusqu'où on va aller, c'est terrible. Je voudrais savoir, est-ce qu'on peut trouver une explication à la folie du système capitaliste actuellement néolibéral? Parce qu'il y a quand même des contradictions. Vous avez expliqué au tout début de votre intervention que le PIB avait baissé d'un quart. C'est énorme, hein. Enfin, oui, vous l'avez dit, c'est presque jamais atteint. Et donc, c'est quand même au détriment du capital. Il doit y avoir des tas de boîtes, des tas de patrons. Il y a autant, en proportion, certainement, de profits qui ne sont pas faits. Donc, c'est en contradiction avec le système capitaliste. Alors, bien sûr, le pire, bien sûr, c'est la souffrance du peuple grec. Mais comment expliquer, et alors c'est certainement une idéologie complètement aveugle, aberrante, comment expliquer qu'ils vont jusqu'à se contredire? Alors, bien sûr, vous l'avez dit, il y a des grosses fortunes qui en profitent des privatisations, notamment des banques pour acheter à 4 milliards, etc. Mais c'est une espèce de folie. Je veux dire, il n'y a plus aucune raison. Je vais y aller de ma question aussi. Bon, je pense connaître un petit peu ta position sur sortir ou pas de l'Europe, exit ou pas donc, puisqu'on parlait des alternatives. La question est posée de plus en plus. On voit dans le cadre de ces questions-là que l'institution, la machine européenne est absolument hostile à toute forme démocratique d'expression populaire, donc même s'il y a un référendum, en général, ils finissent par s'asseoir dessus. Donc, sous quelle forme peut-on quand même envisager une sortie, sachant que, par exemple, ton camarade Varoufakis, il est plutôt... il persiste à croire qu'on peut réformer l'Europe de l'intérieur, comme certains socialistes persistent à croire qu'on peut réformer le PS, par exemple, en France. Bon, voilà. Alors qu'on a, pour la Grèce, tu as dressé le bilan, je crois qu'il n'y a plus rien à dire à ce niveau-là. Mais dans les autres pays européens, on a, moi je trouve beaucoup de similitudes qui nous sautent aux yeux sur le comportement de l'Union européenne en tant qu'institution non démocratique, avec récemment l'affaire du CETA et donc l'histoire des traités de libre-échange, où de toute façon les peuples et les citoyens sont complètement ignorés, et ça se passe exactement de la même manière. Tu as dit à un moment que le mémorandum avait été adopté en 48 heures, je crois. Bon, pour le CETA, dès qu'ils ont réussi à retourner la Wallonie, en gros, ça s'est fait à peu près aussi rapidement. C'est-à-dire que les chefs d'État ne sont même pas déplacés, ça s'est fait par écrit, ils ont envoyé un mail en disant d'accord, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas eu le temps de lire ce qui avait été proposé, soi-disant de modificatif. Voilà, donc ça fonctionne comme ça, effectivement. Donc moi j'aimerais savoir, connaître ton point de vue sur la manière de sortir, qu'est-ce que ça veut dire éventuellement sortir de l'Europe, et comment, avec quelle modalité s'il y en a, et pour reconstruire quoi. Parce que des alternatives, je pense qu'il y en a, mais après il reste à les définir et avoir le courage politique de le faire. Voilà. Bien. Encore une petite. Oui, moi je voulais juste donner une petite illustration dans le domaine de la santé, puisque nos centres mutualistes en France, notamment ceux que je connais, manquent cruellement de chirurgiens, de médecins. Et la semaine dernière, j'étais à Villerue pour notre cabinet dentaire de Villerue, en panne de chirurgiens dentistes notamment. Et on va chercher nos chirurgiens dentistes en Grèce.
on ramène un chirurgien dentiste en Grèce et il doit être soumis à l'acceptation du Conseil de l'ordre des chirurgiens dentistes. Diplôme, qualification impeccable, mais recalé pour maîtrise suffisante de la langue française. On renvoie. Et ce que je voulais illustrer là, c'est la manière dont on marchande la qualification, les hommes, on va chercher en Grèce plus que le pays, et d'un autre côté, on développe en France des dispensaires bas de gamme, si je puis dire, pour les gens peu fortunés, le mutuel, c'est pas descendant, si on peut dire. Et en même temps, où on développe le système privé de santé en France, avec des cabinets dentaires comme on n'a jamais vu. Et si je pourrais citer aussi un exemple local, parce qu'il ne faut pas aller plus loin. Dans l'Aube, on a 4 cliniques privées, on a un hôpital public qui n'est pas un CHU. J'avais la semaine dernière en relation une personne loise qui devait se faire retirer un rein cancéreux. Il revenait de la clinique du coin avec un dépassement d'honoraires de 1 450 €. Donc quand vous avez 1 000 € par mois, vous ne pouvez pas faire cette opération. D'abord, il vous dit comme ça, il dit je ne peux pas payer 1 450. Vous l'envoyez à l'hôpital public, ce qui est logique, sauf que par manque aussi de la manière dont on est en train d'étrangler le système de santé en France, l'hôpital public surtout, eh bien vous avez un délai. Quand vous avez un cancéreux, vous ne pouvez pas le permettre d'attendre. Donc c'est local, c'est aujourd'hui un système de santé qui est en train de... On étrangle le système public de santé, l'éducation publique, et c'est une chose dont on doit prendre conscience, parce qu'en même temps, on contribue en allant chercher de la main-d'œuvre pas chère, d'utiliser l'austérité qui est imposée à tel pays. En fin de compte, on l'utilise sans obligatoirement toujours prendre conscience de ce que la reproduction qui se fait en France. Bon. Tu y vas ? Allez. Bien. Alors, merci pour toutes ces questions. Je vais les prendre à peu près dans l'ordre, mais commencer par celle sur la santé. Alors, on pourrait parler longtemps de la question de la santé en Grèce. Josiane, tu pourras compléter par la suite, mais comme ça, si vous voulez, quelques faits ou quelques éléments. Lors des dernières élections de l'ordre des médecins à Athènes, dans la région capitale, si vous voulez, on a constaté qu'il y avait 6 000 médecins de moins dans l'ordre, qui n'étaient pas dus, je veux dire, à des décès ou à des choses pareilles. Donc ça veut dire qu'il y a 6 000 médecins qui ont quitté Athènes pour trouver un emploi ailleurs. D'ailleurs, le médecin grec est devenu l'une des figures les plus emblématiques, si vous voulez, de cette nouvelle émigration de gens surqualifiés. Je suis bien placé pour en savoir. Nous avons 2 camarades dans Unité populaire Paris qui sont eux-mêmes médecins dans des hôpitaux parisiens et qui sont, si vous voulez, servent de tête de pont, de contact à le nombre de demandes qu'ils reçoivent est absolument hallucinant. Alors, vous avez parlé bien sûr, de l'austérité dans les systèmes de santé et les logiques de privatisation rampantes ou ouvertes sont mises en œuvre dans la totalité des pays où nous vivons, France comprise. Bon, sauf qu'en Grèce, on vous demande de payer pour... vous allez à l'hôpital, vous allez aux urgences, on vous demande d'apporter votre bandage. On vous demande d'apporter le fil pour faire des points de suture. Les médecins ou dans les hôpitaux ou les patients, ou les familles des patients dans les hôpitaux font des collectes pour acheter des médicaments. Voilà. Donc c'est des choses tout à fait incroyables. Tous les jours, c'est une situation totalement tragique, une situation totalement absurde, parce que en même temps, ce qui continue à croître sur fond de ruine du système public, c'est le système privé qui est en large partie financé sur les deniers publics. Alors, je vous donnerai juste un exemple. Le principal hôpital d'Athènes, qui s'appelle l'hôpital Evangélismos, c'est le plus grand hôpital des Balkans. Il comporte 25 blocs opératoires. Combien
parmi ces blocs opératoires fonctionnent? Réponse, 4,5. Si vous faites le tour des 10 pâtés d'immeubles autour, la quasi-totalité des immeubles sont des cliniques privées ou des centres de soins privés. Si ces 25 blocs opératoires privés, si ces 25 blocs opératoires de Vagelismos fonctionneraient, ça aurait asséché tout ce business absolument indécent et pour l'essentiel financé par des fonds de la sécurité sociale. C'est un système complètement absurde, évidemment. Tous les gens qui travaillent, notamment dans les caisses de sécurité sociale, savent tout ça très bien et n'arrêtent pas de se tirer les cheveux. Bien sûr, ça n'a pas commencé en 2010, mais ça existait même avant. La Grèce était déjà, en 2010, un pays avec un niveau d'inégalité très fort dans le système de santé. C'était, je crois, en termes de dépenses privées pour la santé, le record des pays de l'OCDE. Mais la situation s'est évidemment détériorée de façon hallucinante depuis. Bon, Josiane, tu pourras peut-être compléter ici, mais pour vous donner une idée, dans ces dispensaires, qui sont des structures d'auto-organisation, Josiane pourra vous en dire plus. Donc, il y a un public sans arrêt élargi qui a recours à ces services de solidarité. Et souvent, les gens, ce n'est pas simplement qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter ou de couvrir la part, si vous voulez, de médicaments, parce qu'ils ne sont remboursés que partiellement. Maintenant, la part de l'assuré ne cesse de croître. Ils n'ont même pas souvent de quoi payer un ticket de transport en commun pour aller dans ces dispensaires ou pour aller dans les hôpitaux. On en est là. Et là, j'étais en Grèce au mois de novembre pour parler à une rencontre internationale qui a été organisée par Unité Populaire. Les camarades me disaient qu'ils faisaient vraiment le forcing et avec tout un dispositif pour permettre aux gens... C'était en centre-ville d'Athènes, parce qu'un nombre croissant de camarades, de gens proches qui voulaient assister, n'ont pas les moyens de payer leur ticket de transport en commun pour aller dans le centre-ville d'Athènes, assister à une réunion publique, politique. Voilà. Donc, ça vous donne une idée quand même un peu de la situation. Où je peux vous dire de façon personnelle, à chaque fois que je rentre à Athènes, bon, on se retrouve avec des gens de ma génération, donc des quinquagénaires, dont la plupart ne sont pas du tout militants, c'est des amis de longue date, etc. La moitié sont au chômage. Ou s'ils ne sont pas au chômage formellement, ils le sont réellement, parce que souvent, ils ont encore leur cabinet de comptable, ou leur cabinet d'avocat, etc. Mais ça fait des années qu'ils n'ont pas vu le moindre client passer la porte de leur cabinet. Bon, Josiane, tu voudrais dire quelque chose sur la santé, peut-être, sur cette expérience? Oui, enfin, moi je voudrais revenir sur une loi qui est parue là sur les 30%. Jusqu'à présent, 30% de la population, entre 25 et 30% de la population n'avait pas du tout de couverture sociale. Donc, problème pour se soigner, etc. Et récemment, le gouvernement a fait passer une loi comme quoi ces 30% pourraient bénéficier d'un minimum, d'une base en fait, de soins médicaux. Donc, moi, quand j'ai appris ça, je me suis dit, c'est super, parce que déjà les dispensaires auront moins de travail. Enfin, je veux dire, ça sera quand même, c'est quand même un plus. Et puis en fait, j'ai appris que ces 30% de Grecs qui pouvaient bénéficier de ces soins primaires, ne peuvent pas vraiment bénéficier, parce que de toute façon, ils ne peuvent bénéficier de ces soins qu'au sein des hôpitaux publics, des structures publiques. Donc les structures publiques, c'est 50% des hôpitaux en moins, c'est ce que dit Statis. Donc il n'y a pas de place, il n'y a pas de personnel, il n'y a pas de médecin pour les soigner. Donc que font ces gens-là? Ils retournent dans les dispensaires. Et pareil, pour se soigner, les médicaments, il y a un reste à charge qui est tellement important que de toute façon, ils ne peuvent pas se payer des médicaments. Donc c'est une mesure qui a été prise par le gouvernement Syriza qui est très positive, mais elle ne peut pas être mise en place dans les conditions actuelles, c'est pas possible. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire par rapport à ce qu'il pense que Syriza fait effectivement ce qu'il peut pour y arriver, etc., mais même s'il cherche à faire quelque chose, il ne peut pas de toute façon, c'est pas possible, c'est bloqué. Tout est vraiment bloqué. Voilà. Bien, merci Josiane.
Alors, bon, je prends maintenant le reste des questions à peu près dans l'ordre où elles m'ont été posées. Alors, la corruption et le système clanique, je ne sais pas très bien ce que vous entendez par là. Je ne connais pas particulièrement de système clanique au sens strict en Grèce, dans le sens où, je ne sais pas, on parle de système clanique, peut-être, je ne sais pas, en Corse. Bon, j'en sais rien, hein, c'est peut-être une image d'Épinal, hein, je ne connais pas la réalité corse de suffisamment près. Ce qui existe en Grèce, par contre, c'est, si vous voulez, un système, mais qui existe ailleurs, hein, qui existe en France aussi, de clientélisme qui a longtemps passé par les appareils politiques. Hein. Les deux partis qui ont gouverné la Grèce pendant des décennies et des décennies, en alternant au pouvoir, le PASOK et la Nouvelle Démocratie, étaient des partis de masse, c'était des partis de centaines de milliers, qui comptaient des centaines de milliers d'adhérents. Dans chaque famille grecque, il y avait au moins un membre, et en général plus d'un, qui était directement lié à l'un de ces deux appareils politiques. Et donc, c'est des appareils qui servaient de médiation pour la distribution, si vous voulez, par exemple, d'embauches dans le secteur public, notamment à un niveau local, ou éventuellement pour accorder des marchés publics, là aussi à une échelle locale ou plus élevée. Bon, je ne crois pas que ce soit des spécificités grecques, hein, tout ça. Je crois que c'est le cas dans d'autres pays. Simplement, ce qui est plus développé en Grèce, c'était la partitocratie, hein, c'est-à-dire le fait que les bureaucraties de ces deux partis politiques ont vraiment géré ce système pendant très très longtemps. Hein. Et ce système clientéliste existe aussi en large partie. Il ne faut pas croire que ça touche seulement le secteur public, hein, ça touche aussi le secteur privé. Hein. Il est connu, par exemple, je ne sais pas, tel homme politique avait des liens étroits avec un réseau d'entreprises de sa circonscription électorale, donc pour se faire embaucher, on passait par le cabinet. Est-ce que c'est vraiment spécifiquement grec, tout ça? Comment est-ce qu'on mesure l'échelle, etc. Bon, je ne sais pas, moi j'ai habité Paris pendant l'ère Chirac, Tibéri, je pense que le niveau de corruption de Paris était incomparablement plus élevé que celui de la municipalité d'Athènes. Hein. Ça, je peux vous assurer, c'était vraiment grotesque, enfin, c'était vraiment digne de république bananière, hein, ouvertement. Donc je ne sais pas, en tout cas, c'est très, si vous voulez, la seule chose qui a changé par rapport à ça, c'est que ces appareils politiques, enfin concernant le PASOK n'existe quasiment plus, la droite existe encore, mais la société s'est tellement appauvrie et l'État est dans un tel niveau de délitement qu'il n'y a plus de gâteau à distribuer par ce biais-là. Alors, si vous parlez maintenant de la fiscalité inégale qui existe en Grèce, bon, alors là, rien n'a changé. Hein, je veux dire, les armateurs grecs ne payent pas plus d'impôts à présent qu'ils ne payaient avant, c'est-à-dire rien. C'est-à-dire rien. C'est dans la constitution, hein, de la Grèce. Je suis bien placé pour le savoir parce que feu ma mère était avocat spécialisé dans les affaires précisément maritimes. Et donc elle a passé toute sa vie à travailler au Pirée. Et je me souviens, depuis que j'étais gamin, à chaque fois qu'elle rentrait, notamment au moment où les entreprises publiaient leur bilan, etc., elle disait: qu'est-ce que ça peut m'emmerder quand je sais que je paye plusieurs fois le montant des impôts de telle société, de tel armateur, de tel armateur, de tel armateur. Donc rien n'a changé. Ce qui a éventuellement changé, si vous voulez, c'est qu'il y a un contrôle beaucoup plus strict des transactions ordinaires qui sont faites. Alors ça, il y a des aspects assez comiques à ça. Si vous allez acheter votre journal, par exemple, en Grèce, hein, un journal en Grèce, ça coûte entre 80 centimes et 1 euro. Vous avez le type du kiosque qui va vous courir après pour vous donner votre reçu. Bon, parce que maintenant, il y a un contrôle beaucoup plus strict pour les transactions électroniques et on calcule que la TVA est un peu mieux perçue. TVA qui est passée à 24% pour la totalité des articles. Hein. J'ai oublié de dire que ça faisait partie des mesures. Donc là aussi, parenthèse, une bonne partie du programme Fillon, hein, c'est vraiment, y compris dans ces mesures les plus choquantes, c'est du coupé-collé des mémorandums grecs, hein, y compris ces taux complètement absurdes de TVA, par exemple.
impôt injuste par excellence. Les ménages grecs sont les plus imposés d'Europe à l'heure actuelle, essentiellement par les surtaxes de leur patrimoine immobilier. Alors il faut savoir que la Grèce est un pays de petits propriétaires. Ça renvoie à la spécificité d'un pays qui est passé très rapidement d'une société agraire à une société urbaine. Donc de ce fait, les gens, 75% des ménages sont propriétaires de leur logement et plus de 60% possèdent au moins, entre guillemets, une résidence secondaire, qui n'est pas vraiment une résidence secondaire, qui est en général la maison du village que la génération d'avant, maximum 2 générations d'avant, a laissé. Donc maintenant, il y a un taux d'imposition de ce patrimoine foncier calculé sur des valeurs totalement fictives qui est délirante. Ayant moi-même hérité de la maison qui appartenait naguère à ma mère, je peux vous dire que la taxe foncière sur cette maison a été tout simplement multipliée par 10 depuis le début de la crise. Voilà, sans aucune considération, et je ne suis pas imposable en Grèce, puisque je suis imposable là où je travaille. Donc c'est uniquement... Bon, ça vous donne une idée. Alors, les impayés... ce que les ménages grecs doivent au fisc, c'est 80 milliards. Le PIB de la Grèce est 178 milliards, donc c'est l'équivalent de 50% du PIB qui est impayé. Donc tout le monde est endetté auprès du fisc pour des sommes complètement faramineuses, et c'est l'une des choses qui pèse le plus sur le surendettement des ménages. Alors, dernière chose pour le clientélisme, la seule chose qui maintient, si vous voulez, c'est le débris qui s'appelle Syriza encore, c'est sa capacité de pourvoir, de disposer d'un certain nombre de postes et de gérer, mais à une échelle évidemment très 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 réduite, comparé à avant, un réseau clientéliste. C'est complètement un parti d'État. Il n'y a plus de militants. La quasi-totalité des gens qui restent et qui vont dans des réunions, etc., et parfois même dans des meetings, c'est pour ça qu'il y a encore un peu de monde, sont des gens qui travaillent directement ou indirectement pour le gouvernement ou des organismes qui lui sont directement affiliés. Alors, la question de l'euro maintenant. Alors, il faut savoir que jusqu'à 2010, la Grèce, comme les pays de la périphérie européenne, étaient les pays où l'adhésion à l'Union européenne et la popularité de l'Union européenne était la plus forte. Et c'était notamment le cas aussi de l'Espagne et du Portugal, c'est-à-dire des pays qui ont connu des régimes de dictature jusqu'au milieu des années 70. Alors pour ces pays et pour la population de ces pays, le projet européen était d'autant plus favorable qu'il apparaissait non seulement comme porteur d'une promesse de prospérité, c'était aussi des pays où la majorité de la population a très longtemps vécu dans des situations de pénurie et de pauvreté importantes, donc c'était une promesse de prospérité, c'était une promesse de modernisation aussi, très important, quand on sort du franquisme, quand on sort de l'histoire grecque avec la guerre civile, le régime autoritaire, la dictature des colonels ou du salazarisme au Portugal, et c'était bien sûr aussi accéder à une normalité démocratique. Donc cela fait que accéder à l'euro était, quand ça a été fait sous le gouvernement du socialiste modernisateur Simitis dans les années 2000, en maquillant les comptes, comme vous le savez, sous le conseil d'experts de la Goldman Sachs, c'était une mesure en tout cas très populaire, qui a rendu Simitis très, très populaire. Bon, à l'heure actuelle, il faut savoir que l'impopularité de l'Union européenne en Grèce est la plus forte de tous les pays de l'Union européenne. Ça se voit dans les statistiques officielles, le Eurobaromètre, le baromètre européen, qui est un indicateur qui est fait par l'Union européenne elle-même, très supérieur aux Britanniques, par exemple, qui ont voté majoritairement pour le Brexit. Sur l'euro, les choses ont toujours été plus partagées. Ce que je peux vous dire, selon les sondages indiquent que de toute façon, depuis le début de la crise, ou très vite après, il y avait toujours un bon tiers de l'électorat qui était favorable à une rupture avec l'euro. Et ça n'a jamais trouvé une expression politique, à part la minorité de Syriza, l'aile gauche, si vous voulez, de Syriza, à laquelle j'appartenais, qui justement incluait cela dans sa proposition. Mais le référendum, et là je veux insister, si vous voulez, sur les conditions dans lesquelles s'est fait le référendum. Oui, effectivement, on peut dire que le référendum, l'objet du référendum, c'était est-ce que vous approuvez le plan Juncker ou pas, voilà. Mais les conditions dans lesquelles
il s'est fait, qui étaient les conditions d'une tension extrême. Hein, d'une tension extrême. Ça n'a... Bon, déjà, il y avait les 7 mois, si vous voulez, avec Syriza au pouvoir, hein, et puis cette très grande tension qui s'était accumulée, qui était allée en escaladant. Mais avec l'annonce du référendum, les choses ont pris une tournure dramatique. Les banques ont fermé le lendemain, et tout le monde savait, la distribution de liquidités était rationnée, 40 € les premiers jours, 20 € par jour, hein, par la suite, contrôle des capitaux, etc. Donc dans des conditions, et on savait qu'il y avait des liquidités juste pour quelques jours, hein, jusqu'au 10 juillet à peu près, le référendum c'était le 6. Mais alors, vous vous en souvenez sans doute, tout le discours, à la fois des dirigeants européens, de Juncker, de Merkel, et évidemment du camp du oui en Grèce, c'était de dire si le non l'emporte, on sort de l'euro. Merkel l'avait dit, vous votez non dimanche, lundi vous êtes à la porte. Donc quand il y a dans ces conditions-là 62% des gens qui disent non, ça veut dire non, allez-y, quoi que ça implique. Mais évidemment, il fallait un minimum de préparation, à la fois technique, mais aussi et surtout politique. Alors Syriza porte une grande responsabilité d'avoir refusé de discuter, de poser la question d'un plan B, ne serait-ce que comme d'une arme possible, sans en faire un objectif en soi, mais en disant voilà ce pourquoi on se bat, on ne fait pas de la question de l'euro un fétiche, ce n'est pas pour nous un objectif en soi, mais si on est soumis à un chantage, on ne va pas céder sur l'essentiel de nos programmes, on va faire ce qui est nécessaire comme mesure d'autodéfense élémentaire pour aller de l'avant et tenir nos engagements auprès du peuple. Eh bien, ce discours n'a jamais été tenu précisément, ce qui aurait été un discours à la fois d'honnêteté et de lucidité politique assez élémentaire en réalité, n'a jamais été tenu par Alexis Tsipras, et évidemment pas simplement lui, hein, je ne tiens pas à personnaliser outre mesure, encore que lui soit très enclin à ce genre de choses, mais c'est véritablement toute une, si vous voulez, c'est toute une logique politique complètement suicidaire qui consistait à dire il ne faut surtout pas dire ça, parce que si on dit ça, ils ne vont rien lâcher. Donc, si on est sage et modéré, et on arrondit les angles, etc., bon, on va monnayer, si vous voulez, notre modération et le fait qu'on est des gens raisonnables et qui ne veulent pas casser la baraque pour obtenir des compromis. Et c'est complètement fou. Le résultat, c'est que Varoufakis s'est fait humilier comme jamais un ministre ne s'est fait humilier. Et il n'en tire aucune leçon. C'est absolument extraordinaire. C'est comme si quelqu'un, si vous voulez, c'est comme si quelqu'un qui conduit une moto, il aime conduire les gros cylindrés, comme vous le savez, hein, va à 100 km vers un mur, s'écrase une fois, et après, il est complètement dans un état, il est complètement démoli, etc. Et dès qu'il se remet, il dit, voilà, je vais refoncer vers le mur, mais à 150 km cette fois. Enfin, c'est complètement absurde. Bon. Je vais en dire deux mots par la suite, mais enfin, parfois on perd quand même, je ne sais pas, le sens commun le plus élémentaire. Alors, les médias et le paysage audiovisuel. Bon. Alors, je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'en Grèce, comme ailleurs, les médias, et notamment les médias audiovisuels, sont entre les mains de l'oligarchie depuis les années 90. Alors, Syriza, la plupart de ces médias ont été extrêmement hostiles à Syriza, ou en tout cas extrêmement hostiles jusqu'à la capitulation de l'été 2015. Donc il y avait même une sorte de différence, si vous voulez, entre ce gouvernement. Eh bien, qu'a fait, ça a été l'une des grandes affaires de ces derniers mois en Grèce, hein, à partir de l'été et jusqu'à cet automne. Qu'a fait le gouvernement Syriza 2 maintenant, il dit, voilà, on va nettoyer, on va mettre un peu d'ordre dans tout ça, donc on va lancer un concours au mieux offrant, une vente aux enchères, si vous voulez, des fréquences publiques, et on va examiner les dossiers d'une manière totalement transparente par une commission. Ça va rapporter 200 millions, nous allons les dépenser pour le bien-être social, pour des mesures sociales, etc.
Et en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont viré les anciens oligarques pour en mettre de nouveaux. Alors, l'un des principaux, donc les quatre sont des quatre oligarques parfaitement repérables. Hein. C'est des conglomérats qui font essentiellement du business avec l'État. Le principal, c'est assez intéressant, est sans doute le principal trafiquant de drogue en Grèce. Hein. C'est M. Magnakis, alias M. Mafia di Pirée. C'est un armateur dont l'un des bateaux a été arraisonné par la marine militaire grecque et on a découvert une cargaison de je ne sais plus combien de centaines de kilos de cannabis et d'autres drogues à bord. Monsieur Marinakis est devenu quelqu'un de particulièrement proche du gouvernement actuel, hein, de Monsieur Tsipras, et c'était le principal bénéficiaire en fait du marché. Alors, manque de peau pour le gouvernement, tout ça a éclaté, parce que le quatrième oligarque, qui est un Russe d'origine grecque, qui est un proche de Poutine, qui est, je ne sais plus trop dans quoi, enfin dans l'un de ces business des oligarques russes, il s'appelle Monsieur Ivan Savvidis. Alors, Monsieur Ivan Savvidis, c'était le junior partner, comme on dit, le partenaire qui est venu un peu au dernier moment, comme ça, il a pris la quatrième, on lui a accordé la quatrième chaîne. Manque de peau, on a découvert qu'en réalité, il était incapable de verser le montant qui était nécessaire. Et notamment qu'il avait hypothéqué, pour obtenir un prêt, il avait hypothéqué des terrains qui tout simplement ne lui appartenaient pas. Oui, et comme par hasard, la banque qui était derrière ça est une banque qui a été créée par la Chambre des ingénieurs en Grèce, sous le pilotage de celui qui fut longtemps son conseiller financier principal, qui est M. Dragasakis, à savoir le vice-président du gouvernement et le numéro 2, en réalité le vrai numéro 1 de Syriza. Bon. Ça vous donne une petite idée de l'ambiance qui existe. Donc tout ça est par terre. Hein. Maintenant, le Conseil d'État en plus a déclaré cette loi anticonstitutionnelle, car c'est une loi qui dépossédait complètement de son pouvoir le CSA grec, lequel CSA grec ne fonctionne plus depuis 1 an et demi, pour des raisons qu'il est trop complexe d'expliquer, mais en tout cas, en gros, si vous voulez, le CSA se trouvait dépossédé de sa marge d'action, et tout était transféré entre les mains du ministre chargé des médias, M. Papas, qui est le bras droit d'Alexis Tsipras. Hein, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que le fameux triangle que les Grecs appellent diaplotie, hein, ça signifie l'interpénétration des intérêts entre l'oligarchie, le monde politique et les médias, c'est simplement poursuivi, mais en se reconstituant. Hein, c'est plus exit monsieur Untel, bienvenue à monsieur Untel. Voilà, on en est avec les médias. Alors, concernant le Parti communiste grec, le Koukoué, il faut vous dire deux choses. Premièrement, Syriza, je parle du Syriza d'avant, enfin jusqu'à l'été 2015, hein, était une coalition de courants politiques dont l'essentiel proviennent du Parti communiste grec. Hein. C'est-à-dire, l'une des spécificités de la Grèce, c'est que le Parti communiste, qui, comme vous le savez, a joué un rôle de protagoniste dans l'histoire du pays, notamment au cours des années 40, de la résistance, puis de sa fin tragique avec la guerre civile, a connu deux scissions importantes. En 1968, la première en 1990, dans la foulée de l'effondrement de l'URSS pour la deuxième. Et Syriza regroupait aussi d'autres sensibilités, pour l'essentiel venues de l'extrême gauche et des mouvements sociaux, mais le gros des troupes, 80%, vient du Parti communiste. Hein. Donc, ces gens-là, souvent, se connaissent depuis des décennies. On siégeait dans les mêmes instances, et pour les plus âgés d'entre eux, on séjournait dans les mêmes cellules, dans les mêmes camps, dans les mêmes prisons, par le passé, ou dans les années 70. Donc, il y a un aspect de lutte fratricide qui explique que... en tout cas, qui explique, mais ne justifie certainement pas, le fait que le Parti communiste, le Koukoué, a eu pendant toute cette période, et en réalité depuis les années 90, depuis la deuxième scission, une attitude extrêmement sectaire.
qui est allé en s'accroissant. Donc il n'y a aucune unité d'action avant même 2015, ou dans la période, si vous voulez, tout à fait explosive, entre 2010 et 2015, il n'y a jamais eu la moindre unité d'action au niveau des luttes, au niveau des mobilisations sociales, dans le mouvement syndical tout particulièrement, entre le Parti communiste et le reste des forces de la gauche radicale. Il y avait Syriza, mais il y avait aussi la coalition d'extrême gauche Antarcia. Le Parti communiste s'est toujours tenu à part et a toujours refusé de se joindre aux mobilisations plus larges. Par ailleurs, c'est un parti qui a condamné le mouvement d'occupation des places, qui a eu lieu au printemps 2011, et les mobilisations d'octobre de la même année qui ont suivi, en considérant que c'était un mouvement petit bourgeois, antipolitique et anticommuniste. Or, c'était, manque de bol, c'était la mobilisation la plus importante que la société grecque ait connue depuis la chute de la dictature. Bon. Donc ça rend les choses un peu difficiles. Le Parti communiste a perdu la moitié de son électorat au cours de cette période et n'a rien regagné. Et il a perdu en 2012, c'est un parti qui faisait entre 8 et 9% des voix, il en fait à peine plus de 5 maintenant. Et il faisait des scores à 2 chiffres aux élections européennes. Ça s'est passé, le basculement s'est fait en 2012 parce que, si vous voulez, Syriza, même jusqu'en 2015 d'ailleurs, a une ligne sur le plan de l'alternative politique qui était une ligne unitaire, c'est-à-dire la proposition politique de Syriza qui d'ailleurs a déclenché l'électrochoc de 2012, qui a fait passer de 4 à 17 puis à 27% en quelques mois en réalité, c'était la proposition, comme il disait, d'un gouvernement de gauche anti-austérité. Et cette proposition était adressée à 2 autres forces politiques, le Parti communiste grec et l'extrême gauche, Antarcia. Quand Syriza est venu en 2e position aux élections de mai 2012, il n'y avait pas de majorité au Parlement. Donc la droite, qui était légèrement en tête, a essayé de constituer un gouvernement, n'y est pas arrivé. Puis après, le mandat pour constituer un gouvernement est venu entre les mains de Syriza. Donc Tsipras, en 2012, a dit, voilà, je convoque demain la direction du Parti communiste pour discuter des conditions possibles d'un gouvernement. Le Parti communiste a refusé même de répondre. Je ne vous dis pas qu'il est allé dire que nous, on ne veut pas, etc. Il a même refusé de répondre. Là, j'étais en Grèce à ce moment-là, on a senti, si vous voulez, l'onde sismique. C'est-à-dire on a connu des gens, des familles, souvent en Grèce, effectivement, c'est des familles qui ont voté Coucoué depuis que ce parti existe, depuis les années 20, dire ça, vraiment, c'est plus que je ne peux accepter. Bon. Donc, ce qui explique... dernière chose, j'ai oublié de vous dire, au moment du référendum, le Parti communiste grec a refusé d'appeler à voter pour le non, pensant que appeler à voter pour le non, c'est faire le jeu de Tsipras, etc. Il a appelé à voter nul. Non seulement il a appelé à voter nul, mais dans la plupart des bureaux de vote, enfin là où il avait des militants, ils étaient devant les bureaux de vote pour distribuer des bulletins avec l'estampille Parti communiste grec qui disait non à l'Union européenne, non à Tsipras, non à Syriza, non, qui avait 4 ou 5 noms. Parce que leur ligne, c'était on n'est pas pour le non, on est pour 4 non. Non à Syriza, non à l'Union européenne, non au capitalisme, non à l'OTAN, je ne sais pas, 4 non. Voilà. Donc c'était des bulletins nuls, évidemment, avec la faucille et le marteau dessus, qui ont été comptabilisés comme nuls. C'est pour vous montrer à quel point jusqu'où peut conduire vraiment une ligne extrêmement sectaire, qui certainement explique pourquoi, après une trahison d'une ampleur absolument incroyable, je veux dire, les reniements de Hollande, c'est de la petite pierre comparé à ce qui s'est passé l'été 2015 à Athènes, le Parti communiste n'a pas réussi à gagner une seule voix. D'ailleurs, en termes de chiffres absolus d'électeurs, il en a même perdu, mais la participation est descendue à un niveau bas, jamais atteint au cours de l'histoire grecque, au cours des élections de septembre 2015. Voilà, donc, bien entendu, maintenant, Unité populaire, mais aussi l'extrême gauche ont une ligne d'unité d'action et ne cessent d'interpeller le Parti communiste, surtout là où il dispose des forces, etc., mais elles se heurtent systématiquement au même refus, sur toutes les questions, sur absolument toutes les questions.
Même quand Obama, par exemple, est venu, pour vous donner une idée, Obama est venu à Athènes. Hein. Bon, il y a eu des manifestations. Bon, je ne connais pas la géographie de Troyes, je suis désolé, mais si vous êtes un peu familier avec la géographie parisienne des manifestations, c'est souvent, je ne sais pas, République Bastille. Hein, voilà. Donc il y avait une manifestation République Bastille. Eh bien, le Parti communiste, comme toujours, comme ce qu'il fait tous les années, a appelé à une manifestation Invalides Opéra. Comme ça, on est sûr de ne pas se croiser. Hein, on est sûr de ne pas se croiser. Plan B, oui, bien sûr, on est totalement partie prenante des discussions sur le plan B. Et nouvelle, d'ailleurs, que je peux vous annoncer, il y a une rencontre internationale plan B qui se tiendra à Paris les 2 au 3 décembre, avec à la fois des universitaires, des économistes, mais aussi des militants et des cadres politiques qui discuteront de ça à Paris les 2 ou 3 décembre, et c'est animé principalement par des camarades d'Unité Populaire Paris, la commission économie du Parti de gauche, des camarades d'ensemble également. Et des camarades et quelques camarades du NPA à titre individuel. La folie du système capitaliste. Bon, c'est pas... Oui, je vois ce que vous dites, mais vous savez, cette folie est intrinsèque au capitalisme. Hein. C'est quand même un pays où des gens meurent de faim et à côté, il y a de la surproduction de plein de marchandises. Hein. Je veux dire, ça, c'est une... l'irrationalité est propre à ce système. Hein. Je vais vous mentionner un exemple. Bertolt Brecht, l'écrivain, auteur de théâtre et essayiste d'ailleurs allemand, que vous connaissez peut-être, quand on lui a demandé comment est-ce qu'il est devenu marxiste ou communiste, il a dit je visitais les États-Unis et je suis entré à la bourse des matières premières de Chicago, notamment la bourse de grains, de viande, etc., plus grosse des États-Unis. Et il a dit, j'ai vu des gens s'affairer, crier, hurler, etc., allant dans tous les sens. Et j'ai parlé à des gens qui étaient là, je leur ai demandé de m'expliquer vraiment comment ça fonctionnait. Et personne n'était capable de me dire. Donc il dit, j'ai compris il me fallait une analyse de ce système capitaliste. C'était un auteur qui était contestataire, mais plutôt anarchisant en réalité à cette époque. Et donc le lendemain, il commence à lire Le Capital de Karl Marx. Il dit, voilà, j'ai quand même peut-être une chance de comprendre quelque chose à ce système. Si je lis ce bouquin, effectivement, il a été plutôt convaincu. Mais pour venir à des choses plus concrètes maintenant, je dirais que pour comprendre les mémorandums et leur logique folle, il faut quand même avoir 2 choses en tête. Hein. La première, c'est que la construction européenne amplifie une tendance qui est inhérente au capitalisme et qui est le développement inégal, le développement polarisé, si vous voulez. C'est-à-dire il faut comprendre que quand même, si la Grèce, l'Espagne, le Portugal, l'Irlande se sont retrouvés dans cet état de surendettement, c'est parce que d'autres pays ont des excédents à ne plus savoir qu'en faire. Hein. Les excédents de l'Allemagne, c'est 7% de son PIB, c'est-à-dire plus du double de ce qui est autorisé par les traités européens. Évidemment, absolument rien n'est fait contre l'Allemagne. Hein. Donc là, on a, si vous voulez, un exemple. Bien sûr, ce n'est pas avec l'Union européenne ou avec l'euro que ça a commencé, mais le mécanisme d'une monnaie unique qui interdit le jeu des dévaluations dans des économies qui sont extrêmement inégales et divergentes d'ailleurs dans leur évolution, agit comme un amplificateur extrêmement puissant et a conduit d'ailleurs les pays dits de la périphérie à développer un système de bulles, hein, parce que la bulle immobilière en Espagne en est un exemple, hein, la bulle de la consommation en Grèce, bulle qui était alimentée par le crédit. Et pourquoi ces bulles se sont développées? Elles se sont développées dans des secteurs qui étaient relativement protégés de la concurrence internationale, parce que ces pays perdent en compétitivité à cause justement d'une monnaie qui est beaucoup trop forte pour leur économie, notamment des pays qui ont un taux d'inflation et donc une hausse des coûts nominaux forte. Tout ça vous paraît peut-être abstrait. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Un café dans le centre d'Athènes coûte non seulement beaucoup plus cher qu'un café à Troyes, mais beaucoup plus cher qu'à Paris. Une pizza ou un paquet de pâtes en Grèce coûte plus cher qu'à Paris.
Hein. Bon, moi j'ai vécu la transformation, hein. J'ai quitté la Grèce pour faire mes études ici en France dans les années 80. Bon, j'ai vu comment la situation évoluait à partir du moment où on est entré dans l'euro. Ça n'avait strictement plus rien à voir. Hein. C'est des réalités qui ont complètement changé. L'alternative, maintenant. Bon, l'alternative suppose, si vous voulez, deux choses. Premièrement, je crois, elle suppose ce que Robespierre appelait la vertu politique, hein. C'est-à-dire tenir un langage qui est un langage à la fois de sincérité, mais aussi de vérité. En gros, ne pas raconter de salade aux gens. Par exemple, on peut leur dire on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tout simplement. Les objectifs que je propose et sur lesquels je m'engage, sur lesquels d'ailleurs qui étaient des objectifs de bon sens, qui étaient des objectifs très modérés d'une certaine façon. Combien de fois n'ai-je pas entendu que le programme de Syriza de 2015, le programme de Thessalonique n'était pas un programme radical, n'était pas un programme anticapitaliste, n'était pas un programme qui était, etc. Le programme commun du PS et du PC dans les années 70 était beaucoup plus radical, il n'y avait pas de nationalisation, etc. Oui, peut-être, si vous voulez. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'on a tout fait pour empêcher Syriza de mettre en application ce programme-là. Et Syriza a capitulé sur ce programme-là, pas sur un autre, hein, pas sur un programme, entre guillemets, révolutionnaire. Parce que ça veut dire que c'est ça, c'était là se trouvaient les mesures qui permettaient, dans le contexte précis, dans les conditions données, véritablement de faire la différence. Mais la vertu, là, consistait à dire que, voilà, rien de tout ça n'est compatible avec le cadre européen existant. Rien, absolument rien. Et à partir du moment où on est dans une zone où on n'a pas la souveraineté monétaire, il dispose d'une arme nucléaire pour nous mettre à genoux en quelques semaines, ce qui effectivement s'est produit. Et parce que si on veut raisonner un moment, vous allez me dire, d'accord, supposons qu'ils ont été pris au dépourvu. Ils se sont trompés, ils n'ont pas compris à quel point les autres en face allaient déclencher un rouleau compresseur. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas corrigé le tir? Pourquoi? Surtout que quasiment la moitié de leur parti, quand je dis que l'aile gauche de Syriza était une minorité dans le parti, c'est une minorité qui pesait entre 30 et 40% en fonction du vote. Pourquoi est-ce qu'ils ont délibérément... Le plan B, il existait déjà. C'était nous, le plan B. Quasiment la moitié du Syriza, y compris des dizaines de parlementaires, des ministres, etc., qui étaient sur ce type de position. Pourquoi ne pas les avoir écoutés, par exemple, après l'accord du 20 février, quand il était clair que justement le rouleau compresseur qui était déclenché conduisait à des replis successifs? Eh bien, la réponse, c'est pas moi qui vais vous la donner, je vais vous citer ici ce qu'un économiste américain très réputé, qui a collaboré avec Varoufakis pendant cette période, c'est James Galbraith, le fils du grand John Kenneth Galbraith, qui était l'un des conseillers principaux de Roosevelt. Mais bon, James Galbraith est aussi un économiste d'une certaine stature. Et il a collaboré avec Varoufakis pendant les mois, justement, ces 7 mois de gouvernement Syriza. Il a donné un entretien extrêmement intéressant dans Mediapart. Hein, vous pouvez le retrouver dans Mediapart. On a dû le reprendre, je crois, dans le site d'Unité populaire. Et Galbraith, très honnêtement, il dit que premièrement, il a complètement révisé son point de vue sur l'euro et sur l'Union européenne suite à l'expérience de la Grèce, parce que, bien sûr, il n'a pas été d'accord avec la capitulation de Syriza, mais surtout, il raconte comment un certain nombre de discussions se sont passées avec Tsipras. Et donc, en février, après la décision de la BCE de couper le principal le principal canal de liquidité des banques grecques, il est allé avec Varoufakis dire à Tsipras, bon, il faut instaurer le contrôle des capitaux. Sinon, notre système bancaire est à genoux et il faudra que tu lâches complètement. Tout va fermer, enfin, tout va s'effondrer. Tsipras a dit, non, pas question. Bon, les autres, ils avaient préparé leur petite étude, etc. Il a dit, pourquoi? Il dit, parce que ça va être interprété comme le premier geste de la sortie de la zone euro. Or, les contrôles de capitaux ont été instaurés après par l'Union européenne elle-même, hein, quand elle a interrompu complètement la liquidité à la fin du mois de juin. C'est-à-dire, on a eu les dommages, si vous voulez, les problèmes, sans avoir aucun avantage, évidemment, sans utiliser cet outil quand il était encore temps de l'utiliser comme un outil. Deuxième exemple, la dette.
Ça, c'était crucial. Enfin, le gouvernement Syriza avait une arme énorme. Enfin, vous connaissez, Éric Toussaint n'arrête pas de le citer dans chacune de ses interventions, mais je me permets de lui voler, y compris cet argument, si vous voulez. Quand vous devez 10 000 € à votre banque et que vous ne pouvez pas payer, vous avez un problème très grave. Si vous devez 100 millions à votre banque, c'est votre banque qui a un problème. Hein. Bon. La dette record de la Grèce, qui n'a cessé de s'alourdir d'ailleurs, hein, en ratio du PIB, hein, pendant toute cette période, était une arme potentielle considérable entre les mains du gouvernement grec. À tel point que, à la fin avril, quand justement les caisses publiques étaient complètement vides, et avant d'aller vers cette sorte de choses indécentes, enfin, qui consistait à obliger les collectivités locales, les universités, les hôpitaux à transférer leurs réserves de cash pour rembourser le FMI, le secrétariat de Syriza a pris une décision qui aurait pu être historique, de ne plus rembourser en mai le FMI. Or, cette décision a été immédiatement court-circuitée au niveau du cabinet, parce qu'il n'y avait plus aucun contrôle des instances du parti sur le cabinet. En gros, Tsipras faisait ce qu'il voulait. Tsipras et le cercle étroit de gens autour de lui faisaient absolument ce qu'ils voulaient, en ne tenant en compte ni des instances de leur propre parti, ni bien évidemment de leurs engagements, de leur programme, etc. Donc, quand Tsipras dit le 13 juillet, je n'avais pas d'autre choix, en un sens, il dit la vérité, à ceci près qu'il a brûlé consciemment, un par un, tous ses vaisseaux. Il s'est mis lui-même dans la position où, effectivement, le 13 juillet, il n'avait pas d'autre choix que de capituler. C'est ça, c'est ça dire la vérité. Donc si on ne clarifie pas, si vous voulez, ces points, si on n'explique pas le fait que sortir de l'euro, oui, ça crée des problèmes et que ces problèmes peuvent être gérables, gérer des problèmes d'importation de biens stratégiques, c'est quelque chose qu'un gouvernement peut gérer par des accords interétatiques, que le retour à une monnaie nationale qui sera forcément dévaluée n'est pas nécessairement une mauvaise chose, une monnaie qui serait plus représentative de l'état réel de l'économie, donne un certain nombre d'avantages, y compris comparés, ça transforme immédiatement le tourisme en réalité en industrie exportatrice. Bon, je ne vais pas vous faire la liste de tout ce qui peut être, de tous les éléments, de toutes les ressources, si vous voulez, qui peuvent découler d'une décision de retour à la monnaie nationale. Ce que je voudrais avant tout dire, c'est que c'est une logique qui, contrairement à ce que prétendent les tenants d'un européisme prétendument de gauche, n'a strictement rien à voir avec du nationalisme ou avec un quelconque repli national, comme on dit. Il s'agit tout simplement de se donner les moyens de réaliser le programme qu'on prend auprès du peuple, de rupture avec une politique d'austérité barbare et néolibérale, d'ouvrir une brèche en Grèce qui aurait donné une impulsion énorme aux forces progressistes, aux mouvements sociaux et aux luttes populaires dans le reste de l'Europe. Imaginez comment serait la situation en France ou en Espagne d'ailleurs. Les camarades espagnols de Podemos ont été les premiers qui ont payé la facture de la capitulation de Tsipras. Tout le monde le sait, j'étais en Espagne, l'Unité populaire a dexé là des rapports extrêmement étroits avec l'aile gauche de Podemos, qui s'appelle Anticapitalistas. Donc j'étais à leur université d'été, et les camarades m'ont expliqué comment s'est déroulée la dernière campagne électorale en Espagne. Eh bien, dans les grands débats télévisés, le moment culminant, c'était quand Pablo Iglesias, après avoir détaillé ses critiques, nous allons rompre avec l'austérité, nous allons prêter, etc., d'un air narquois, Rajoy et parfois même les socialistes lui disaient « Mais monsieur Iglesias, ce que vous dites là, ce que vous nous dites là, c'est très beau, c'est très joli. Tsipras racontait exactement la même chose. » Et puis, il a fait exactement le contraire, il a signé un mémorandum, il met en œuvre des politiques beaucoup plus dures que ce que nous nous proposons. Tsipras est votre ami, n'est-ce pas? Vous êtes allé le soutenir à Athènes, à répétition. Vous avez quelque chose à dire, monsieur Iglesias? Silence glacial, monsieur Iglesias n'avait rien à dire. Donc, si on ne transforme pas ce silence de Pablo Iglesias, je ne mentionnerai même pas le cas de forces politiques, y compris françaises, qui sont allées beaucoup plus loin dans le soutien béat et acritique à Syriza, et encore maintenant, et déversent toutes sortes d'insanités sur ceux qui se sont opposés à ces choix, eh bien, on ne s'en sortira pas. Et on n'aura aucune crédibilité.
Et la révolte des gens qui n'en peuvent plus et l'exaspération populaire qu'on voit monter partout en Europe, et de plus en plus se diriger contre l'Union européenne, contre les traités européens, ne va pas être capitalisée par des forces progressistes, ne va pas être capitalisée par des forces qui proposent des alternatives antilibérales, elle va être capitalisée par les forces réactionnaires, par les xénophobes, par le nationalisme, par l'extrême droite, évidemment. C'est ça qui nous pend au nez. Donc c'est une question stratégique à l'heure actuelle. Ce n'est pas la seule, bien entendu, mais c'est une question tout à fait centrale. Si on ne comprend pas qu'à l'heure actuelle, nos ennemis ne sont pas simplement dans les centres du pouvoir ici, mais sont tout autant à Francfort, au siège de la Banque Centrale Européenne, et à Bruxelles, et que ces gens-là disposent de moyens extrêmement puissants qui ont lien avec les forces locales, avec l'oligarchie française, qui est une oligarchie autrement plus puissante que l'oligarchie grecque, corrompue, déliquescente et en réalité dépourvue de relais politiques, peuvent tuer dans l'œuf toute tentative de transformation sociale, toute tentative de rupture. Si on ne tient pas ce discours, de vérité, on risque d'aller vers une catastrophe majeure. Il faut comprendre que les forces de l'alternative risquent de trébucher aujourd'hui par leur incapacité d'articuler une proposition face à ce monstre qu'on appelle l'Union européenne et à ce que ça veut dire concrètement. Et là, je voudrais attirer votre attention sur le fait que même des mots d'ordre que je partage tout à fait, comme désobéir au traité, restent abstraits. Il faut dire en quoi on va désobéir. En quoi on va désobéir exactement. Il faut s'engager de façon précise. C'est fini le temps des grands. Après ce qui s'est passé en Grèce, le temps comme ça des généralités, des promesses, etc. Qu'est-ce que ça veut dire désobéir au traité? Vous allez désobéir à quoi? À la règle du 3% des déficits, par exemple. D'accord. Et qu'est-ce que vous allez faire s'il déclenche contre vous la perspective les amendes qui sont prévues par les traités européens? Il faut être capable de répondre précisément à toutes ces questions. Qu'est-ce que vous allez faire si M. Draghi, demain, par rapport à la France, pourquoi est-ce qu'il ne ferait pas à la France ce qu'il a fait à la Grèce? D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'il a fait ce qu'il a fait avec la Grèce. Ce n'est pas les Grecs qui ont montré la voie. En réalité, on sait que M. Trichet avait soumis le gouvernement irlandais à un chantage avant les Grecs. Le vote unanime du Parlement chypriote qui avait rejeté un référendum a été littéralement retourné suite au chantage de la Banque Centrale Européenne. Je ne vois pas pourquoi ils hésiteraient à faire ça quand l'enjeu, supposons en France ou dans un autre pays qui pèse plus lourd, on va dire que la Grèce, aurait été beaucoup plus important et avec des relais intérieurs beaucoup plus puissants. Donc je crois qu'il faut véritablement ouvrir ce débat, tirer les conclusions, réfléchir, sinon dans le contexte extrêmement tendu, de plus en plus tendu auquel on est confronté, on risque d'aller vers de nouvelles catastrophes. Voilà.